Quel bonheur que de savoir qu'en ce net moment, vous avez la possibilité de nous suivre au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Nous atterrissons maintenant sur les grandes villes de l'espace francophone. Les grandes capitales de l'Afrique peuvent désormais se connecter au programme de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Vous pouvez désormais nous suivre à Abidjan, à Ouagadougou, à Bamako et même à Yaoundé, clin d'œil spécial aussi à la diaspora congolaise qui nous suit aussi au-delà des frontières du continent africain. Mesdames, Messieurs, merci de nous choisir en ce net moment. Et comme vous le savez, notre expression démocratique, ça reste ce jeu de débat contradictoire en toute liberté et surtout en tout respect mutuel. Bienvenue à vous tous à ce programme inédit. Et ce soir, nous parlerons encore des deux sujets qui retiendront bien sûr notre attention et qui font l'objet de l'actualité politique de notre pays. On commencera par le deuxième mandat de Félix Tshisekedi, guide des défis socio-économiques qui attendent le président de la République. Et parce qu'il s'agira aussi de la formation du gouvernement, on parlera des intérêts d'une part et d'une autre des alliances politiques. Messieurs, dames, bienvenue dans ce débat contradictoire. Et bien, comme vous le savez, nous n'allons pas abroger à nos habitudes. Nous prendrons toujours d'une part l'opposition politique et d'une autre ceux qui, en ce net moment, font partie du régime au pouvoir dans notre pays. Nous allons prendre un habitué de la maison. Je me dis même qu'il peut même s'y prévaloir être consultant d'ailleurs de cette émission parce qu'il nous donne au travers de son expertise quelques consignes que nous commençons aussi à respecter. Le très respecté Maître Jagaste Djamba, je rappelle qu'il est cadre du parti MLC, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense plutôt, Jean-Pierre Bemba Gombo. Bonsoir à vous Jagaste Djamba. Bonsoir tonton Jad. Ah, on ramène les affinités à la télé. Ouais, ouais. J'aime bien ça parce que au-delà d'être journaliste, vous êtes un frère pour moi. Et bonsoir également à Monsieur Marius. Et bonsoir à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment précis. À tous les Congolais qui sont épris de justice. À tous les Congolais qui sont patriotes et qui n'ont que le Congo comme héritage. Bonsoir à eux. Et surtout, encore une fois de plus, bonsoir à nos vaillants soldats de FARDC qui ne cessent de défendre l'intégrité territoriale au prix de leur vie. Très bien. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, Jagaste Djamba ne sera pas seul, il est habitué à ce programme. Nous sommes partis du côté du prix Nobel de la paix, je vais nommer le docteur Denis Mukwege. Nous avons pris un de ses proches qui a accepté d'être de nôtre pour la première fois dans ce débat contradictoire, Monsieur Marius Moubalama. Il est aussi analyste politique au-delà de sa casquette de farouche opposant. On a un plaisir de vous avoir ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir, messieurs les journalistes. Merci beaucoup vraiment pour l'invitation que vous m'aviez lancée. Je lance mes salutations avant de commencer l'émission à Maître Djamba, avec qui j'espère que nous allons avoir un débat républicain et constructif et qui va édifier nos téléspectateurs. Mes salutations aussi à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce net moment, qui attendent de nous d'être éclairés sur telle ou telle autre question par rapport à la marche du pays. Très bien, merci beaucoup. Très belle introduction. Je me suis vu étaler une fondation assez équilibrée avec beaucoup de respect. Je pense que c'est la conséquence de ce petit entretien que vous avez eu avant de commencer l'émission. Non, Maître Djamba, c'est monsieur que je viens à peine de découvrir, mais très ouvert. Bien sûr. Très ouvert et nous avons eu des échanges fructueux qui... pendant lesquels j'ai appris certaines choses que je ne maîtrisais pas bien. Merci maître. Très bien. Bon, on va comme ça le dire aux téléspectateurs, le débat contradictoire a commencé en amont. Nous, on vient juste vous rendre les comptes. On va placer un petit mot parce qu'on a cité le docteur Denis Mukwege. L'actualité, c'est aussi cette levée du moratoire sur, bien sûr, la peine des morts. Nous savons que le docteur Denis Mukwege, il n'est pas d'accord quant à cette levée de ce moratoire. Un mot que vous pouvez placer, vous, Marius Moubalama, rapidement. Vous devez savoir une chose que Dr Denis Mukwege, c'est un républicain. Un républicain, c'est celui qui sait observer les lois et les textes du pays. Le texte du pays, en fait, le pays, la République démocratique du Congo a une loi mère qu'on appelle la Constitution. Et dans cette Constitution, la même Constitution dont je parle sacralise la vie humaine. Donc, pour dire que Mukwege est contre la peine de mort, c'est trop dire. Mais au moins, Mukwege veut se conformer à la Constitution. L'article 16 dit que... Ça veut dire la position de Mukwege est relative aussi aux dispositions constitutionnelles. Elle est liée à la Constitution. L'article 16 de la Constitution dit que la vie humaine est sacrée. L'article 60 va même au-delà et dit que même pendant l'état de siège, même pendant l'état d'urgence, on ne peut pas déroger l'être humain de ses droits fondamentaux, dont le droit à la vie. C'est là que nous sommes.
Et quand vous allez encore plus loin, rapprochez le micro de quand vous bouche, allez encore plus loin, messieurs les journalistes, hein, vous allez voir que, rapprochez encore plus vous allez voir que la République démocratique du Congo est signature de la charte africaine sur le droit de l'homme et les droits du peuple. Cette charte-là encourage, n'est-ce pas, le pays membre à continuer à observer le moratoire sur l'exécution de la peine de mort et même invite même le pays à abroger la peine de mort. Mais je vais rappeler ici que dans le cadre de la République démocratique du Congo, la peine de mort n'a jamais été abrogée. Et dans nos cours de tribunaux, j'ai un maître avocat devant moi, la peine de mort continue à être prononcée. Cependant, la peine de mort a été remplacée par la prison à perpétuité. Ça veut dire que quand quelqu'un commet un meurtre, il est condamné à perpétuité. Quand il y a des trahisons au sein de l'armée, c'est que personne, alors un vrai Congolais ne peut encourager, il y a des dispositions dans la justice militaire qui les condamnent. C'est pourquoi Dr Denis Mukwege a toujours demandé à ce qu'il y ait, qu'on puisse combattre l'impunité. Le problème que nous avons, c'est le problème de l'impunité. Et Dr Denis Mukwege ne parle pas en vain. Quand il parle, il donne aussi des propositions par rapport à la trahison, par rapport aux crimes que nous avions été victimes dans ce pays. Dr Denis Mukwege propose à ce qu'il y ait le tribunal pénal international pour la RDC, afin que tous ceux qui ont participé dans des rébellions, qui ont eu à occasionner des crimes, à endeuiller nos peuples, qu'ils soient à l'interne ou à l'externe, soient poursuivis et condamnés, que chacun puisse répondre de ses actes. Il parle aussi de la justice transitionnelle. Et dans le pouvoir actuel, vous allez vous rappeler avec moi que le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle le FONAREV. Le FONAREV, c'est en partie ou bien un des éléments de la justice transitionnelle. Dans la justice transitionnelle, on cherche d'abord à connaître la vérité. On a escamoté cette étape-là. Qu'est-ce qui s'est passé? La guerre à Kisangani. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité à Kisangani? Quand on sait ce qui s'est passé à Kisangani pendant la guerre, on sait identifier le victime. C'est alors que les victimes sont identifiées, on passe à ce qu'on appelle la réparation. C'est ça la mission du FONAREV que le gouvernement a mis en place. Au-delà de la réparation de victimes, on passe à ce qu'on appelle le jugement. Le bourreau, ceux qui sont accusés comme bourreaux du peuple, passent maintenant à des jugements. Et ce jugement ne peut être possible que si on met en place un tribunal pénal international pour le Congo. À l'image de ce que je peux appeler le tribunal pénal international pour le Rwanda, vous allez vous rappeler qu'en 1994, il y a eu génocide au Rwanda. Et tous ceux qui ont participé à ces génocides-là au Rwanda ont été jugés par le tribunal pénal international à Arusha. Et tous sont aujourd'hui en prison. Et les effets de ce tribunal-là continuent à poser des effets jusqu'à aujourd'hui. Parce que ceux qui ont échappé à ce tribunal-là continuent à être poursuivis. Et c'est là pourquoi cela ne peut pas être le cas pour nous. Permettez-moi de terminer. Dr Denis Mukwege a mené des plaidoiries pour que ce tribunal-là soit instauré. Le rapport mapping est là qui retrace tous les faits. Pourquoi le gouvernement ne peut pas prendre ce projet à main et faire le lobbying? Parce qu'on a toujours parlé de la diplomatie agissante. On prend ce rapport mapping, on fait des diplomaties pour que le tribunal pénal international soit établi pour la République démocratique du Congo. Et cela mettra un frein sur toutes les velléités de la jeunesse de Congolais et qui sais-je encore, d'intégrer ou bien d'aller vers le mouvement rebelle. Voilà un peu ça. Rapidement, ce n'est qu'une parenthèse. Je sais que c'est un sujet qui vous touche pertinemment à cœur. Pour le docteur Denis Mukwege, il faut un tribunal pénal international pour juger les cas de traîtres ou des bourreaux de la population congolaise. Quel est votre avis par rapport à la peine des morts, Maître Djagas Djamba? Bon, déjà, merci. Je rappelle que c'est juste une parenthèse, hein, en début d'émission. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais répondre par rapport à la position du docteur Denis Mukwege qui condamne la peine des morts, ou bien je dois dire ce qu'il pense du tribunal pénal international. D'abord, par rapport au fait que lui, il n'est pas favorable à la peine des morts. Pas la peine des morts, d'accord. Monsieur Marius, monsieur Jade, je voudrais ici qu'on pose les bases. J'ai entendu plusieurs personnes, aujourd'hui tout le monde connaît tout, dire que la peine des morts, voilà, n'était pas d'application en RDC, c'était inconstitutionnel. J'ai suivi, mais je voudrais ici qu'on pose les fondamentaux. En droit constitutionnel, notre matière à nous, en RDC, droit constitutionnel congolais,
c'est que il existe une disposition qui paraît être contraire à la Constitution, il existe deux mécanismes pour prouver ces caractères contraires à la Constitution. Vous les faites soit ce qu'il convient d'appeler par voie d'action, ça veut dire quelqu'un qui estime que telle loi viole la Constitution, il va devant un juge pour demander l'annulation de cette loi ou de cette disposition parce que contraire à la Constitution. Si cette hypothèse par voie d'action n'est pas d'application, on procède à ce qu'il convient d'appeler le contrôle par voie d'exception. Ça veut dire, je suis en face d'un juge qui veut m'opposer une disposition qui est anticonstitutionnelle, je soulève ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité. Si maintenant, je vais avec la question devant les juges et je lui dis, voilà, j'estime que cette disposition est contraire. Quelle est votre position et votre interprétation par rapport à cette disposition? Dès lors que les juges, justement, c'est au moment où les juges donnent son interprétation pour dire que cette disposition est contraire à la Constitution, en ce moment-là, cette disposition devient inconstitutionnelle. En ce moment-là, cette disposition ce n'est qu'après interprétation du juge. Justement, c'est même ça la démarche juridique et judiciaire. Donc, aussi longtemps que les juges constitutionnels ne s'est pas prononcé sur le caractère inconstitutionnel d'une disposition du code pénal, ces dispositions restent d'application. Nous attendons la jurisprudence et la position du juge. Pourquoi on les fait ainsi? Parce que sinon, tout le monde devient constitutionnaliste, tout le monde devient juriste et tout le monde dit ce qu'il pense de la Constitution. C'est une liberté de penser, certes. La seule personne qui a qualité... La personne qui a qualité de nous dire ce qui est constitutionnel et non constitutionnel sur le plan de droit. Ça veut dire, dans l'hypothèse de sortir les effets, c'est le juge. Les restes, ce sont des avis qui peuvent être partagés. Donc, si moi j'estime que la peine de mort n'est pas anticonstitutionnelle, eh bien, je dois le soutenir avec des éléments. Si les autres camarades estiment que c'est constitutionnel, ils soutiennent aussi. D'ailleurs, il y a deux courants, les abolitionnistes et les rétentionnistes. Mais j'attire l'attention du peuple congolais ici, c'est que ceux qui estiment qu'ils voudraient en découdre avec la question, eh bien, la procédure voudrait qu'on amène devant le juge. Le juge qui va trancher sur la constitutionnalité ou non de la peine de mort au regard de tout ce qu'on peut évoquer comme disposition. Donc, tribunal pénal international, c'est pas la démarche qu'il faut. Le tribunal pénal, lui, il est allé même au-delà. Parce que quand il dit il faut un tribunal pénal international, ça sera pour quelle fin? Ça sera pour quel jugement? Ça sera pour l'application et l'exécution de la peine de mort ou ça sera pour continuer avec le fait que ça soit commué en servitude pénale à perpétuité? Parce que si on demeure avec l'état où c'est commué. Pourquoi on va installer tout un tribunal pénal international alors que avec nos tribunaux internes, nous avons la possibilité de commuer cette peine en servitude pénale à perpétuité? Ça serait, pour ma part, ça serait une procédure ou bien je vais dire une démarche stérile. Et donc il faudrait que le docteur Mukwege puisse voir un juge. Pas seulement le docteur Mukwege, tout le Congolais. Tout Congolais qui estime que cette disposition étant contraire à la Constitution peut saisir les juges pour un contrôle, c'est ce qu'il convient d'appeler un contrôle de constitutionnalité d'une disposition. Les juges de quelle cour? Le juge constitutionnel, c'est lui le juge de la constitutionnalité des lois. Si une loi est inconstitutionnelle, on l'amène. Le juge de la cour constitutionnelle, on l'amène devant le juge constitutionnel qui dit s'il est inconstitutionnel ou pas. Docteur Mukwege contre la peine des morts, eh bien il doit, selon l'explication de Maître Diagast, il doit voir le juge de la cour constitutionnelle. Je suis d'avis avec les analyses de Maître Djamba. Et d'ailleurs, c'est trop pertinent et c'est là que nous attendons. C'est ce que nous aimons dans le débat contradictoire. C'est là que nous attendons la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle, c'est à vous de la saisir, cette Cour constitutionnelle. Donc avant, par exemple, avant qu'une ordonnance, avant qu'une loi, avant qu'un arrêté, voire même un communiqué ici du gouvernement soit publié, la Cour constitutionnelle doit, n'est-ce pas, donner ses avis. Si l'ordonnance ou la loi est conforme à la Constitution. Et donc, ces communiqués du gouvernement devraient, à mon avis, avoir l'aval de la Cour constitutionnelle pour juger de l'inconstitutionnalité ou non de la disposition. Je suis d'accord avec Maître Djamba. Parlant de la Cour pénale, du tribunal pénal international pour la RDC, en fait, il y a des acteurs internes et externes qui ont eu à participer dans différentes guerres de rébellion, qui ont eu à endeuiller notre pays, pour lesquels notre justice interne ne peut pas mettre la main sur eux. Je vous donne un cas. Jean Bosco Ntaganda. Il faut une cour pénale internationale. Il s'est prévalu
d'être congolais. Et il s'était réfugié au Rwanda. Du coup, notre justice interne n'a pas été à mesure. Et le Rwanda n'avait pas accepté de les transférer chez nous. Alors là, Maître Djagas, si je ne coupe pas, M. Marius, rapidement, alors là, vu le fait qu'il y a dans ces bourreaux, parce qu'on le reconnaît, le bourreau de notre population, qui ont aussi cette facilité de s'abriter auprès d'autres nations, c'est quand même important qu'il y ait un tribunal à portée internationale. Je vous coupe pas, Marius. Mais si on parle d'un tribunal à portée internationale, à quoi sert la CPI? Parce qu'il y a tout un statut, un traité, les statuts des Roms qui créent la CPI. La CPI existe pour les faits, notamment que mon frère Marius reproche à certains dirigeants. Pourquoi on va ajouter une juridiction sur une juridiction? Ça sera pour quel objectif? C'est où je ne vois pas la portée et l'utilité. Parce que c'est qu'on semble ignorer. La justice, au départ, est un domaine de souveraineté. Vous n'allez pas commencer à mettre sur pied une justice avec plusieurs tendances, une justice étrangère pour juger les autochtones. Au départ, la justice est un domaine de souveraineté. Si la Cour pénale internationale existe, c'est parce qu'il y a des États qui se sont réunis et se sont mis d'accord et ont adhéré au statut de Rome, ont adhéré en fait à un instrument juridique international. En fait, c'est le reflet, ou bien je vais dire, le vouloir de plusieurs États mis ensemble et accepter une communauté. Et je vais dire une juridiction internationale pénale. Mais pour le cas de la RDC, nous avons toute une organisation des juridictions ordinaires, des juridictions spécialisées. S'il y a de faits qui ne relèvent pas de nos juridictions ici, eh bien, la procédure est connue. La Cour d'appel, pour les matières qui relèvent de la CPI, la Cour d'appel joue, je vais dire, une forme de succursale pour la Cour pénale internationale pour juger des questions à l'interne. Justement, c'est-à-dire au niveau de l'interne, on porte la question au niveau des chambres, n'est-ce pas? Au niveau, ça veut dire au niveau de parquet, au niveau de parquet lié à la Cour pénale internationale. C'est-à-dire c'est le pont avec les faits, les exactions qui sont commises en interne. Le pont est fait pour que ça soit amené au niveau de parquet de la CPI jusqu'à ce que ça atteigne des chambres et les juridictions et amener la procédure. Donc, je ne vois pas ici la portée pour créer un TPI encore, parce que je me dis, ce serait encore c'est faire saigner les caisses de l'État parce que c'est de l'argent. La justice est rendue au nom du peuple et avec le Congolais, les autochtones eux-mêmes, nous avons la possibilité de rendre notre justice. Il est question tout simplement d'apporter suffisamment de réformes pour ceux qui le veulent et d'apporter au-delà des réformes, d'investir dans les capitales humains parce que c'est le capital humain qui donne la justice nécessaire qui doit élever cette nation. Et en termes de capital humain, nous avons tous vu comment est-ce que le président de la République actuelle est en train d'investir beaucoup de moyens. Aujourd'hui, ils ont formé plus de 2500 magistrats pour souffler un nouveau vent avec cette justice qu'on qualifie d'être malade. C'est le nouveau vent qui va faire en sorte que les réformes qui seront entreprises soient appliquées à bon escient. Donc c'est à nous d'être patients. C'est à nous de nous organiser en interne. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on doit mettre l'accent sur les hommes forts. En RDC, avec la philosophie actuelle, on est en train d'aller vers une tendance où il faut casser les systèmes des hommes forts et mettre en place des institutions fortes. Très bien. Rapidement, en 1 minute, j'aimerais vraiment que votre réponse soit très brève. Maître Djagast, lui, dit que amener ce sujet à cette portée internationale coûterait de l'argent au pays et mettrait en mal le caractère souverain de la justice. Je comprends la position de Maître Djamba. Et je comprends pourquoi aussi le gouvernement congolais qui a la responsabilité de mener, n'est-ce pas, de porter cette plaidoirie qu'a déjà porté Denis Mukwege pour instaurer ce tribunal ici en République démocratique du Congo. Je vous ai dit qu'il y a des acteurs qui ne sont pas congolais. Il y a des acteurs qui sont congolais mais qui trouvent refuge dans d'autres pays. Et pour lesquels on n'est pas en bon terme. Okay. Donc, et quand on demande d'extrader les Congolais, ils refusent. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut appliquer? Parce que de toute façon, ils vont se réfugier dans des pays ennemis, c'est normal. C'est pourquoi je dis que nous devons... La diplomatie agissante dont on nous parle, là, c'est là que ça devrait produire des effets. C'est là que ça devrait produire des effets. N'est-ce pas? Parce que avec cette coopération-là, vous savez que non, on peut demander l'extradition de tel ou tel autre Congolais qui a participé dans tel ou tel crime et il vient y répondre. Il vient y répondre à ces actes. Mais quand on n'a pas cette coopération-là, vous voyez que c'est compliqué. Je vous dis, messieurs les journalistes, les rapports mapping a tracé avec tous les détails des atrocités qui se sont passées pendant la période de rébellion
en République démocratique du Congo. Très bien. Alors on va avancer, on va prendre l'essentiel. C'était juste une parenthèse, parce que vous représentez, on va le dire comme ça, le docteur Denis Mukwege dans ce plateau. Eh bien, c'était normal pour nous d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur votre avis et son avis évidemment sur ce moratoire relativement à la peine de mort. On va prendre le premier sujet. Deuxième mandat de Félix Tshisekedi, quitte des défis socio-économiques. Je rappelle que vous êtes Marius Moubalama, vous êtes économiste de formation. Et donc, ce sujet, je pense, Maître Jagas va être d'accord avec moi, il aura pratiquement beaucoup plus de détails à donner sur certaines questions que vous. Mais bon, c'est ce qu'on va essayer de voir. Rapidement, je vais commencer avec vous. Comment est-ce que vous évaluez le bilan de Félix Tshisekedi à la tête du pays pour son premier mandat sur le plan socio-économique? Déjà, il faut dire que c'est une question qui nécessite une émission de plus ou moins peut-être 72 heures. Parce que alors là, il faut bilan des 5 ans. Il faut alors je vais dire l'essentiel de l'essentiel. Donc la concision de la concision. Déjà pour faire le bilan, il faut commencer par dire où est-ce que nous étions et où est-ce que nous sommes arrivés. Il faut parler du bilan en fonction de chaque secteur. Les secteurs nationaux étant plusieurs, impossible pour moi d'étaler plusieurs secteurs, je vais tout simplement épingler quelques secteurs. Je vais au niveau de l'enseignement primaire, secondaire, l'EPST. Au niveau de l'EPST, à ce jour, en termes des réformes, il a été créé ce qu'il convient d'appeler la caisse de retraite de l'enseignant. Cette caisse de retraite de l'enseignant sert, je vais dire, en quelque sorte de pendant ou bien d'éléments similaires avec ce qu'il convient d'appeler la loi sur la programmation militaire. C'est-à-dire, on est en train d'organiser l'enseignant, la carrière et sa retraite pour permettre à ce que la relève soit assurée et que l'éducation nationale soit renforcée. Ça, c'est au niveau de l'EPST. On a pu mécaniser plus de 21 000 enseignants, ce qui n'avait pas été le cas. Au niveau de la gratuité, tout simplement. Mais Jagas, je rappelle que votre temps d'antenne, c'est 2 minutes. Hein. Ah, ok. Bon, malheureusement. La concision, là, bon, en 2 minutes. Je vais encore, bon, disons, je prends un élément comme ça. Je vais avec l'élément lié à la sécurité nationale. Aujourd'hui, avec nos forces armées, l'armée qui avait été systématiquement désintégrée sous les régimes passés est en train d'être réconfigurée. Aujourd'hui, au niveau de renseignement, au niveau des opérations, au niveau de l'administration et logistique, nous avons une montée en puissance. Seulement avec la formation, la mise en condition qui relève du ministère de la Défense, nous avons plus de 43 000 nouvelles unités qui ont été formées. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en application la loi sur la programmation militaire, secteur de la sécurité. Et si je finis par le domaine de la fonction publique, par exemple, parce qu'il s'agit des services. On rappelle que vous prenez de manière ramassée. Je prends de manière ramassée. Nous avons pris aujourd'hui, nous avons tous vu qu'il y a eu une augmentation significative de 30% des revenus. Quand on parle de cette augmentation de 30% des revenus, c'est même ce qu'il convient d'appeler de cet impact sur les paniers de la ménagère. Parce que lorsqu'on parle du panier de la ménagère, ça veut dire le coût de la vie par rapport à chaque individu. C'est qu'il touchait et c'est qu'il commence à toucher. S'il y a un impact. Si on parle d'une augmentation de 30%, ça veut dire que dans sa vie, il y a une augmentation de 30% en termes de services, en termes de denrées et en termes d'épargne pour lui, les fonctionnaires. Et la moyenne, aujourd'hui, le président de la République l'avait dit pour l'enseignant, la moyenne qui est payée pour l'enseignant aujourd'hui est de 400 000 francs congolais. Lorsqu'on parle de la moyenne, je voudrais aussi dire aux Congolais, parce que j'ai vu le débat aussi à tort sur ça, le 400 000 francs ne signifie pas que tous les enseignants ont 400 000. La moyenne est calculée de la manière suivante. Vous prenez la masse salariale divisée par le nombre du personnel, c'est ce qui dégage la moyenne. Ça veut dire qu'il y en a qui ont plus. La moyenne aujourd'hui, c'est qui ont plus, il y a ceux qui ont moins. Et ce n'est pas moindre que ça par rapport à où nous étions, où la moyenne était évaluée à 122 000 francs. Donc il y a eu des avancées significatives. Les bilans, on ne sait pas le faire dans une émission de 2 minutes, c'est pratiquement impossible. Pour conclure, je vais dire qu'il y a eu des avancées significatives au regard de là où nous étions. S'il faut parler en termes mathématiques, je vais dire que Tshisekedi, avec la formule Union sacrée, nous avons pris les pays à moins 14 et nous avons ramené les pays aujourd'hui à 22 sur 50. Donc, nous sommes en train d'avancer progressivement. Bref, il a réussi
ce défi socio-économique? Je veux pour dire, le compte de son premier je mandat. veux dire que il y a des avancées significatives. Je ne peux pas dire réussi ou échoué. On doit évaluer secteur par secteur pour dire finalement, soit ici on a réussi, ou soit ici on a échoué. D'accord. Avancée significative, on est d'accord. Marius Moubalama. C'était grave, c'est que Maître Djamba vient de dire, et c'est d'une manière ou d'une autre de se moquer des Congolais. De se moquer des Congolais. Il est maître avocat. Je crois qu'il a le temps de s'approcher de la population, connaît la souffrance de la population. Vous parlez de le mandat passé du chef de l'État. Maître Djamba, quand il parle les explications qu'il a données, il s'est basé sur quel indicateur économique pour avoir ce genre d'affirmation. Prenons seulement l'ID, comment on appelle ça, l'indice de développement humain, l'IDH, qui prend en compte l'espérance de vie, le niveau de scolarité et le standard de la vie. Il faut rappeler qu'il a commencé son propos en revenant d'où on était avant que Félix Tshisekedi ne vienne au pouvoir. Oui. Le 5 ans de Félix Tshisekedi. Il a aussi parlé de la formule, il a aussi parlé de la formule Union sacrée. Et le niveau de vie où nous étions. Aujourd'hui, quelle est l'espérance de vie des Congolais? C'est à partir de ces éléments-là qu'on peut dire que non, il y a eu amélioration. Quelle est l'espérance de vie des Congolais? Un Congolais, c'est rare, c'est difficile pour les Congolais aujourd'hui d'atteindre les 60 ans. On pouvait dire qu'il y a amélioration. Si au moins un Congolais peut se dire aujourd'hui, avec ce que le président actuel a fait, je peux espérer aller au-delà des 60 ans. Mais aujourd'hui, c'est difficile pour un Congolais d'aller au-delà des 60 ans. La qualité de l'enseignement, messieurs les journalistes, il nous a parlé de la gratuité de la scolarité ici, de l'enseignement primaire. Mais ça, c'est très grave. Tous les parents avisés ont pris soin de retirer leurs enfants des écoles conventionnelles là où il y a la gratuité. Et tous ceux qui sont en train de régner dans le pouvoir aujourd'hui, leurs enfants ne sont pas dans ce programme-là de la gratuité. Pourquoi? Parce que la qualité de l'enseignement a sensiblement baissé. Et moi, je me dis que ça, c'est fait à dessein. C'est pour que nos enfants, nous le bas peuple, aient une mauvaise qualité d'enseignement et que eux qui sont les tenants du pouvoir, ils prennent soin d'envoyer leurs enfants dans des écoles privées où ça paye cher, à l'étranger aussi, et que ces mêmes enfants puissent revenir diriger le nôtre. Mais non. Imaginez-vous quand les parents prenaient en charge encore les enseignants. Ils avaient un certain niveau de vie. Ils avaient cette prime-là venant de part, et ils avaient les fines revenus que le gouvernement paye. Mis ensemble, ça faisait quelque chose. Mais depuis que la gratuité d'enseignement est entrée, ça fait à sorte que les enseignants puissent perdre leur pouvoir d'achat. Alors, sensiblement. D'accord. Mais il a aussi parlé de l'armée, la loi sur, vous avez parlé de la programmation militaire. C'est quand même des avancées significatives. Permettez-moi de terminer d'abord cet aspect de l'enseignement. Il parle d'augmentation de 30% sur le salaire des enseignants. Il a parlé même de la caisse des retraites. Monsieur Maître Djamba, la retraite ou bien la pension, quelle est la base de calcul de la retraite? N'est-ce pas le salaire? Quand vous calculez la retraite d'un enseignant sur 400 000 francs, qui n'est même pas, je crois, à $50. C'est pour que, à la fin de sa carrière, il puisse avoir combien en termes de pension. Et c'est pourquoi il faut faire vos investigations. Quand on met les agents de l'administration publique en retraite actuellement, ils ne vont pas au-delà de 2 ans. La majorité sont en train de mourir juste après la pension. Or, c'est quand on va à la pension qu'on part se reposer et commencer à manger ou bien à consommer ce qu'on a à économiser pendant son travail. Vous allez voir un monsieur qui a travaillé durant 30 ans. Monsieur les journalistes, il part en retraite avec moins de $10 000. Mais ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Donc, pour vous, aucune avancée significative. Le niveau de vie où le pouvoir passé de Kabila nous a laissé, et là où nous sommes aujourd'hui, on a sensiblement baissé. Parce que, messieurs les journalistes, vous êtes parents comme tout autre parent. Bon, j'ai pas une grande expérience en matière parentale. Quelques mois si vous prenez les $100 d'il y a 5 ans et les $100 d'aujourd'hui, ne vous donnent pas les mêmes choses. Vous n'avez pas le pouvoir d'acheter le même élément que vous pouvez acheter il y a 5 ans passés. Alors, qu'on ne vienne pas nous dire ici qu'il y a eu changement, il y a eu augmentation sensible des choses. N'est-ce pas? Là, vous avez parlé de la loi de programmation militaire. Mais c'est une bonne chose. Mais on attend maintenant son application. Parce que l'application?
Mais parce qu'au moins, cette loi-là permet à ce que l'armée soit à l'abri de besoins, n'est-ce pas? Quand l'armée est dans les besoins de s'acheter de l'équipement militaire, il n'a pas besoin d'attendre que la loi financière soit appliquée. Parce qu'au moins, il y a déjà une programmation qui est faite déjà en avance. Mais c'est son application, c'est là que j'attends maintenant le gouvernement, qui puisse appliquer à la lettre, n'est-ce pas, cette loi. Eh bien, s'il faut dire, ou bien conclure ce qu'il a dit, le gouvernement Tshisekedi a lamentablement échoué dans le premier mandat, et Dr Denis Mukwege, pour donner réponse à cet échec-là, il a donné une stratégie. Il a parlé de 3 fins. Mettre fin à la guerre, mettre fin à la faim et mettre fin aux vices. Ce sont ces vices-là. Quels sont ces vices? Le détournement, la corruption et l'impunité, par exemple, qui n'ont pas permis à ce que le mandat du chef de l'État soit un succès. Aujourd'hui, le détournement, nous avions érigé ça en mode de vie. L'impunité, nous vivons avec. La corruption, je vous donne, prenez seulement un exemple. Allez dans n'importe quelle commune de Kinshasa et demandez un document de l'État. Normalement, un document de l'État, quand vous l'achetez, vous devez aller payer à la DGRAD. Mais ça se paie entre les mains des gens. Vous savez, c'est combien de millions qui échappent au contrôle de l'État? Et qui doit organiser ces services-là? L'absence de l'autorité de l'État, partout dans le pays. À Kinshasa, n'en parlons même pas. Il suffit seulement de vous promener au-delà de 22 heures. Vous n'êtes pas en sécurité. Et donc, nous avions voulu qu'il y ait un changement intégral. Quand nous avions tous combattu le pouvoir de Kabila, c'était pour qu'il y ait avènement d'un pouvoir qui va mettre les Congolais à l'abri de tout besoin. Aujourd'hui, malheureusement, le constat est que le niveau de vie qu'on avait avant 2018, nous l'avions lamentablement perdu. Le pouvoir d'achat des Congolais. Vous avez parlé du pouvoir d'achat des Congolais. Mais c'est très grave. C'est pourquoi ici, sur votre plateau, je vais interpeller le comportement de certains syndicalistes. Prenez conscience. Vous qui avez une prime plus élevée que votre salaire de base, cela va vous rattraper. Parce que quand on va calculer votre pension, on ne le fera pas en fonction de votre prime. On le fera en fonction de votre salaire. On le fera en fonction de votre salaire. Alors, et en conséquence, vous allez vous retrouver, vous avez travaillé pendant 30 ans, vous allez à la retraite au grade de directeur, mais vous avez 200 000 francs de pension. Et c'est ça ce qui amène déjà à faire des AVC, à mourir. Le pouvoir ici devrait corriger ces inégalités-là, ces imperfections-là. D'accord. Comment vous rencontrez ces propos, Maître Diagaste? Le pouvoir de Tshisekedi, je vous rappelle, hein, c'est ce que votre co-débatteur vient de dire. J'ai noté. Le pouvoir de Félix Tshisekedi a lamentablement échoué et que surtout ce régime a fait régresser les choses par rapport à là où il les a trouvées en 2018. Mais je voudrais qu'on soit d'accord sur un élément avec mon frère Marius. On est d'accord avec ensemble ici que lorsque, je prends seulement un exemple très simple, un bâtiment, un immeuble de 4 niveaux, pour le construire, vous avez peut-être besoin de 2 ans pour le faire, 1 année ou 2 ans. Mais pour le détruire, vous avez peut-être besoin de 3 jours ou 4 jours. Ou même quelques heures. Ça dépend des engins. Très bien. Je parle même de la République. Une République qui a été détruite, la destruction du tissu économique, pendant plus de 50 ans. Monsieur Marius, économiste de son État, veut qu'en 5 ans, tout soit réglé. Peut-être un magicien, je ne le savais pas. Là, j'apprends. Deuxième. Bon, il est peut-être, j'ai dit, je n'ai pas affirmé, peut-être. Monsieur Marius me dit que à l'époque de Kabila, on vivait mieux qu'ici. Ah! Ok, je vous donne des éléments. Je vous rappelle que c'est sous Kabila que la République, ici, a perdu plus de 86 milliards en termes de gisements miniers. C'était sous Kabila. Ce n'était pas sous Tshisekedi. Je vous rappelle qu'à l'époque de Kabila dont vous vantez aujourd'hui, vous semblez vanter aujourd'hui qui est mieux que Tshisekedi, il existait ce qu'il convenait d'appeler la terreur au niveau de mouvements citoyens. Ça n'existe plus aujourd'hui. À l'époque de Kabila, quel est cet opposant qui pouvait être à la chaîne publique nationale, la RTNC, faire un meeting contre Kabila et puis on laisse passer? Vous connaissez ce qui est arrivé à l'ex-DG de la RTNC de l'époque. À l'époque de Kabila que vous vantez aujourd'hui, c'était quoi les niveaux
de l'enseignement que vous critiquez aujourd'hui, c'était quoi les niveaux? Donnez-moi, comme vous êtes économiste, donnez-moi les indicateurs, même en termes d'infrastructure. Il y avait combien d'écoles? C'était combien les taux d'analphabètes comparativement au pouvoir de Tshisekedi aujourd'hui? À l'époque de Kabila, les militaires touchaient combien? À l'époque de Kabila, il y avait combien en termes de doublons et de cas fictifs au niveau de la fonction publique? Vous aviez atteint combien en termes de taux d'assignation? À l'époque de Kabila, les budgets étaient-ils évalués à combien? C'était à 4 milliards. D'ailleurs, je vous rappelle, nous, le MLC, en 2007, lorsque nous quittons le pouvoir, allez vérifier, c'est au mois de décembre. Les vice-ministres du budget de l'époque a amené un budget qui était évalué à plus de 2 milliards de dollars. De 2007, s'il vous plaît, à 2019 que Kabila a pris les pouvoirs, ils n'ont ramené que de 2 à 4 milliards, s'il vous plaît. Et nous avons pris de 2019 tout simplement à 2024, nous l'avons ramené à 16 milliards, fois 4. À l'époque de Kabila, c'était combien qu'on avait en termes de réserves et d'échanges? C'était une affaire de 800 millions. Aujourd'hui, nous avons atteint plus de 4 milliards en termes de réserves d'échanges, avec tout ce qu'il y a comme fluctuation économique sur le plan mondial, parce que les réserves d'échanges, c'est ce qu'il convient d'appeler un matelas financier international. Nous avons aujourd'hui à 4 milliards. Je ne vous dis pas ici que tout est rose, mais lorsque vous arrivez à cracher sur les efforts considérables qui ont été consentis, seulement en un temps de 5 ans, c'est quand même un tout petit peu, je vais dire, méconnaître un peu ces Congolais dont vous pensez défendre. Parce que le Congolais de ce jour, dont vous prenez la parole aujourd'hui, si vous le rencontrez aujourd'hui, vous lui dites ce que vous me dites aussi. Je ne sais pas s'ils vont vous laisser vous promener calmement. À l'époque de Kabila dont vous faites allusion, vous, peut-être que vous n'avez jamais été dans des coins bizarres. Nous avons connu les cachots des fortunes. Sous Tshisekedi, je vous défie, vous, allez me montrer les cachots de fortune que vous connaissez. Même l'ANR des MIAP. Je rappelle que ce qu'il est en train de dire n'est pas des propos d'évangile. Donc, si vous avez un argument contraire, vous le donnez maintenant, instantanément. C'est ça aussi les jeux de débat contradictoire. Sentez-vous à l'aise. À l'époque de Kabila, les cachots de fortune, nous les avons connus. Nous. Et aujourd'hui, allez poser la question même aux opposants qui y sortent. Parce que ça n'existe même plus. Parce que les cachots de fortune à l'époque, c'était ce qu'on appelait ANR des MIAP et tout le reste des services. Allez voir aujourd'hui. Ce sont des services qui sont en train d'être humanisés. Je ne dis pas que tout est parfait. Mais l'avancée significative, allez poser la question aux opposants, pas à ceux du pouvoir. Ils vont vous dire. Il a dit ici. Monsieur le journaliste. Allez-y, parlez. Je n'ai pas fini. Déjà, vous avez les paroles. Bon, attends, il va finir comme ça, on va revenir. Non, parce que je voudrais ici que notre frère Marius se ravise lorsqu'il dit que les temps de Kabila, comparativement au temps de ce jour, non, le taux de dollars dont vous parlez aujourd'hui. Bon, vous allez finir par là, pour lui donner aussi l'occasion de rebondir. Bon, monsieur le journaliste, ne soyons pas floués. Il faut... Moi, je ne suis pas kabiliste, parce que moi, je suis dans l'opposition depuis de longues années. Ok. Mais j'essaie un peu de comparer le niveau de vie de l'époque et le niveau de vie actuel. Bon, de toute façon, la comparaison est venue de Maître Diatas, parce que c'est lui qui a... Kabila prend le pouvoir en 2001. En 2001. C'est de quel Kabila vous parlez? Je risque de vous dire même en 2007. Je parle de Kabila fils. Est-ce que vous savez que le pays n'avait aucune banque commerciale? Imaginez-vous une économie sans banque commerciale. On n'avait que la banque centrale. Toutes les banques qui existaient étaient déjà en faillite. Kabila quitte le pouvoir, il nous laisse quelques banques. D'accord. Même la BCDC? La BCDC n'existait presque pas. La BCDC était réservée à une certaine catégorie, à des entreprises. Vous avez dit qu'il n'avait pas de banque. Je vous ai posé la question, même la BCDC. Aujourd'hui, il peut se lever un bon matin chez lui et aller ouvrir un compte bancaire quelque part. Mais à cette époque-là, aucune banque congolaise. Il n'existait pas de banque commerciale au Congo. Aucune banque congolaise. Je vous rappelle, aucune banque congolaise. J'ai dit, aucune banque n'existait. Cherchez-moi une banque congolaise. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on nous avait parlé de nous créer des millionnaires congolais. Dis-moi, donnez-moi quelques effets ou bien quelques indices qui nous prouvent que nous allons atteindre la vision du chef de l'État. Il a parlé de la prospérité, il a parlé de plus de sécurité, il a parlé, je crois, de l'unité. Mais dans quelles conditions? Si déjà, les besoins vitaux de la population, on ne sait pas y toucher. Oui, c'est là qu'il y a le problème. Le problème, c'est à ce niveau-là. Il ne faudrait pas seulement venir ici à la télévision pour défendre le pouvoir parce qu'on est du pouvoir. Monsieur le jour, Maître Djamba, 400 000 francs d'aujourd'hui et 400 000 francs. D'ailleurs, c'est là qu'il est en train de chuter. 400 000 francs il y a 5 ans. Parce qu'on nous dit aujourd'hui que les enseignants sont payés 400 000 francs.
J'ai dit la moyenne. Non, disons la moyenne. Parce que... Considérant qu'il y en a qui ont plus. Prenons la moyenne de 400 000 francs. Selon si les grades. Prenons aussi à l'époque, la moyenne était de 300 000 francs. Non, ce n'était pas 300 000 francs d'il y a 5 ans était de loin supérieur. Reconsidérons les 400 000 francs. Pour mettre tout le monde d'accord. Ne valait même pas les 300 000 francs d'il y a 5 ans. Vous comprenez ça? Donc, il y a eu une inflation sensible de notre monnaie. Notre monnaie a perdu de la valeur. Et le pouvoir actuel... On est quand même d'accord, Maître Djaga. Hier, le pouvoir actuel... Si vous me donnez le temps, je vais le rencontrer. D'accord, bien sûr. Et le pouvoir actuel, messieurs les journalistes, n'émet aucune stratégie pour permettre d'embellir notre monnaie. Aucun pays du monde ne demande la monnaie congolaise. Et pourtant, nous avons tous les moyens nécessaires pour que notre monnaie soit demandée par les pays étrangers. Regardez, nous sommes un grand pays producteur de cobalt, un grand pays producteur de castérite et consorts. Mais nos matières premières sont vendues dans quelle monnaie? Quand on fixe le prix de cobalt, on le fixe à quel prix? Nos ministres, nos députés, nos mandataires, ils sont payés à quelle monnaie? Ce sont les pauvres messieurs qui sont payés en francs congolais. Et quand ils rentrent chez eux, à la maison, même Maître Djamba, s'il est locataire comme nous autres, on paie toujours en dollars. Les écoles où il faut enseigner les enfants, dans le privé, ils paient en dollars. Qu'est-ce que le pouvoir en place a fait pour dédollariser notre économie? C'est ça aussi le problème. Nous n'avons pas une monnaie qui donne de la valeur aux Congolais. Et ça, c'est le pouvoir qui devrait jouer à ça. Nous ne faisons que des sonnettes d'alarme. Nous disons, voici là où ça ne va pas. Et voici ce qu'il faut faire. Messieurs les journalistes, moi, j'ai découvert que la commune de Maluku occupe 73% de la superficie de toute la ville de Kinshasa. Kinshasa, c'est plus de 9000 km². Maluku à elle-même 7200, 7900. Vous imaginez? Mais nous mourons de faim à Kinshasa. Kinshasa, on peut dire qu'avec cette superficie de Maluku, que c'est une ville agricole. Mais quelle est la stratégie qui a été mise en place pour que Maluku soit à mesure? Parce qu'avec Maluku, on peut nourrir tout Kinshasa. Déjà aussi. Qu'est-ce qu'on fait pour encourager les Congolais avec ça, seulement 2000 de Maluku? Quelles sont les stratégies que le gouvernement en place a mis pour que les éleveurs chinois soient à mesure, n'est-ce pas, de nourrir la ville? Parce que ces terres-là sont des terres fertiles. Et très arables. Et c'est cela, il y a le problème. Quand nous disons que le pouvoir a échoué, c'est parce que en 5 ans, on ne peut pas développer un pays. En 5 ans, on ne peut pas renverser des tendances. Mais on peut donner, n'est-ce pas, des lignes. On peut donner déjà des indices. Et là, je ne vois pas aucun indice qui permettrait à ce que la vision ou bien la mission que Saint-Étienne, le chef de l'État, soit atteinte. C'est ça le problème. Nous ne faudrait pas venir ici commencer à dire que non, telle chose a été, ça a été. Imaginez-vous, le peu de banques qui appartenait aux Congolais, ou là où les Congolais avaient des capitaux, c'est vendu à des étrangers. Nous, notre PIB est de 703 $. Mais ceux qui ont venu acheter nos banques ici, par exemple les Kenyans, leur PIB est au-delà de 2000 $ par an. Nous sommes quel pays? L'économie congolaise, il le sait, gérée par les étrangers. Au moins, on a 9%. Et le pauvre Congolais qui est dans les formels, malmené par des taxes qui ne disent pas leur nom. Très bien. Il faut protéger aussi les Congolais qui sont dans les formels. Parce que ce sont l'économie informelle aujourd'hui qui tient carrément l'économie nationale. Qui tient l'économie nationale et qui tient les familles. La politique de tout gouvernement qui ne met pas l'homme au centre de son action, c'est des politiques défaillantes. Très bien. C'est là que je voudrais aborder. On a plus que 15 minutes. J'espère qu'on aura le temps d'aborder l'autre thématique. Sinon, on fera comme le temps nous l'oblige. On reviendra évidemment sur l'autre thématique. Rapidement. J'ai entendu M. Marius dire ici que voilà, les 400 000 francs d'aujourd'hui, comparativement à ceux qui ont touché avant, je vais lui rappeler. M. Marius, nous le MLC, lorsque nous laissons les COFIN, le taux du dollar, $1 s'est changé à 390 francs congolais. Allez vérifier. Nous avons laissé à 390 francs $1. Le Kabila, que vous pensez aujourd'hui, vous avez tendance à prendre comme modèle de gestion, prototype, qui a fait mieux que les Tshisekedi. Comment expliquez-vous que les 390 francs congolais pour $1 que nous avons laissé à l'époque, de 390 francs congolais,
Ils ont quitté le pouvoir. Mais Maître Diamba, peut finir, s'il vous plaît. pourquoi vous vous inspirez des échecs des autres? C'est ça aussi votre faiblesse. Vous vous inspirez des faiblesses des autres. Vous avez eu votre temps. Sécurisez-moi. Qu'il finisse. Allez, Sécurisez-moi. continuez, Maître Djagas. Il va finir comme ça, vous allez récupérer la 390 parole. francs pour $1. Nous avons quitté le MLC aux affaires. Ils nous ont ramené, avant de quitter les pouvoirs, $1 coûtait 1675 francs congolais. Soit une dépréciation monétaire de plus de 480%. D'accord. Je pèse Où mes en mots. sommes-nous aujourd'hui? Ouais, voilà. Du moment Si où- vous quittez, s'il vous plaît, je sais, si vous quittez de 1675 francs à l'époque où Kabila part, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 2710 francs Congo. 2710 pour $1. Ça veut dire 2700 que 2700, 2760, Maître Djagas. je me fie au taux de la banque. D'accord. C'est Bon, la banque. c'est comme vous voulez. C'est elle l'institution de la régulation monétaire. D'accord. À 2710, nous avons une dépréciation qui n'a même pas atteint 32%. Alors que la Kabylie qu'ils vendent ont atteint une dépréciation monétaire de plus de 480%. Maintenant, si on n'a même pas atteint les 32% en termes de dépréciation monétaire et qu'on a augmenté les salaires des fonctionnaires de plus de 30%, n'est-ce pas un nivellement face à la perte monétaire? C'est lui l'économiste. Mais il me vante ici quelqu'un qui pendant plus d'années a fait perdre notre monnaie à plus de 480% sans pour autant penser à l'augmentation des salaires de ces mêmes fonctionnaires. Comment vous réfléchissez de cette manière? Ou bien vous avez un problème personnel avec le régime. Donc, je pense ici, moi je vous dis, si on peut augmenter les salaires à 30% et que la monnaie a connu une dépréciation de 32%, je ne dis pas que c'est rose, mais je dis que l'effort est consenti pour niveler la dépréciation face à ce que coûte la vie de ces fonctionnaires. Vous ne pensez peut-être pas, vous n'allez pas me dire, vous, que si vous avez les pouvoirs aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect pour le docteur Mukwege, qu'en 25 ans, vous allez régler automatiquement tous les salaires de tout ce que nous avons comme agents publics. Connaissez-vous combien nous avons comme agents publics au niveau de l'État? Il fallait d'abord commencer, je vous ai rappelé ici, par le nettoyage du fichier. Combien on avait comme cas de doublons? Combien on avait comme cas fictifs au niveau de la fonction publique ici, pour ne citer que la fonction publique? Et si j'entre au niveau des services parallèles, avec les cabinets, avec les institutions autres que la fonction publique, il y en avait combien? Je ne dis pas ici que tout est rose, mais vous avez tendance à nier les efforts consentis en peu de temps et vous le comparez. Ce qui me choque, vous crachez sur les efforts consentis par rapport à ce que nous avons connu comme pire. C'est ce qui me choque. Il a encore dit ici que voilà, Maître Djamba me dit ici, j'avais même noté ça ici, il me parlait de comment on appelle ici? Il m'a parlé de quoi encore? Ah, ça m'a échappé. Il me parlait de la base de calcul de la retraite. Mon frère, je ne sais pas si vous êtes convaincu ou vous êtes pessimiste. Lorsqu'il y a une avancée significative d'une telle réforme, c'est très grave, monsieur les journalistes, que vous laissez passer. S'il vous plaît. Il parle de l'avancée Vous êtes là pour le contrer. Mais non, ça c'est très grave. C'est que Maître Diamba est en train d'insinuer sur votre avancée plateau. significative parce que c'est une réforme qui n'existait pas. La caisse nationale de retraite de l'enseignant n'existait pas. Si vous me trouvez ça dans l'annexe budgétaire d'un seul budget d'une année, vous me trouvez ça, moi je ne ferai plus d'émission ici. Ça n'existait pas. C'est une réforme. Et cette réforme vise à quoi? À assurer l'arrière de l'enseignant. Avec quel salaire? C'est ça le grand problème. Moi, je salue la réforme. S'il vous plaît. Mais avec quel salaire? S'il vous plaît, C'est là qu'il y a le problème. Ok, je vous réponds, non? Il faut améliorer. Ou bien renforcer la tendance. Je ne dis même pas qu'il y a de changer. Mais je vous réponds. Prendre la prime que les enseignants Je vous ont. réponds. Non, les agents de l'administration publique. D'accord. Cette prime-là. Comme ça, il finit Vous sa avez réponse. posé la question, je vous réponds. En salaire. Parce que la base, Vous c'est avez le posé salaire. la question, D'accord. je Il peut vous finir. réponds. Qu'il finisse comme ça, vous allez le rejoindre quel avec salaire? cet Très argument. bien. Je vous ai rappelé ici qu'aujourd'hui, la moyenne est à 400 000 francs. À l'époque, la moyenne, avant les 5 ans, la moyenne était évaluée à 102 000 francs. Mais les 102 000, s'il vous plaît, les 102 000 d'hier s'il vous et le plaît, 400 000 d'aujourd'hui. S'il vous plaît, Allez-y, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les 102 000 d'hier, comparativement aux 400 000 francs aujourd'hui, je vous ai parlé de la dépréciation monétaire ici, combien on a chuté à 480%. Donc, il n'y a même pas de match. Il n'y a même pas de match avec ça. Vous comparez Maintenant, 442% et 32% aujourd'hui. Justement. Ok. Maintenant, dites-moi, quelqu'un, pendant une période de 3 ans, mettons ça comme ça, l'Union sacrée, de 3 ans, parce que nous répondons de l'Union sacrée, pas les FCC cash. Pendant une période de 3 ans, tout simplement, le 3 ans, on a cette moyenne de 400 000 francs avec cette réforme de caisse nationale de l'enseignant, de retraite de l'enseignant. Vous ne pensez peut-être pas, vous, en tant qu'optimiste et patriote, que dans les 3 années qui arrivent, nous pourrions atteindre une avancée significative avec 800 000 ou 1 million de francs congolais? D'abord, c'est très grave ce qu'il a dit.
C'est très grave. Il faut corriger ça dès le début. J'ai dit quoi? Aidez-nous à corriger avec lui, évidemment. On ne peut pas laisser passer la violation de la Constitution sur ces plateaux ici. Ok. Venant de Maître Diamba. Je vous Monsieur suis. Félix Tshisekedi a été président de la République démocratique du Congo pendant 5 ans. Et non pas Et pendant 3 ans. On est d'accord, Maître J'ai Diamba. dit Non, que non. la formule Attention. sacrée Non, MLC. non, non. J'ai dit Ah oui, MLC. d'accord, d'accord. J'ai dit On MLC, peut le lui- téléphone Peu l'Union sacrée. importe, peu importe. Nous sommes Peu comptables importe. du pilote de Et l'Union vous, sacrée, pas du FCCH. Nous, MLC. vous avez été complice de la violation de la Constitution. À quel niveau? Le changement de la majorité parlementaire, ça ne se fait pas au cours d'un mandat. Et, bon? et Bon? vous êtes fiers de cette Bon? situation-là. Revenons On dans a le changé débat. la majorité parlementaire à quel niveau? Expliquez-moi un peu, monsieur le parlementaire. Revenons dans le débat. Messieurs les journalistes, nous devons avoir pitié de la population congolaise, de ces gens qui sont dans la fonction publique, qui ont donné toute leur vie à travailler pour la nation. Je vous ai dit ici, allez faire à la fonction publique le tour de votre micro et demandez les gens qui sont partis à la retraite il y a des ans. Combien sont encore en vie? Combien qui sont encore en vie? Et c'est là que j'ai épinglé les syndicalistes qui sont les syndicalistes de l'administration publique qui sont toujours en négociation avec les gouvernements. Renverser la tendance. Je ne vous demande pas de vous battre pour qu'on améliore votre salaire. Non. Vous avez déjà des primes. Et c'est en fonction de votre retraite ne sera pas calculée en fonction de votre prime, mais plutôt en fonction de votre salaire qui est minime, qui est maigre. Mais il a aussi reconnu que les salaires, sensiblement... C'est de la honte. sensiblement... S'il peut se vanter ici sur le plateau, s'il C'est peut question reconnaître... de- S'il c'est peut question de- reconnaître... Contredire sur la dépréciation monétaire. Non, c'est la honte. Il veut me contredire. Pour un avocat de son carrure, être fier aujourd'hui de la dépréciation, selon lui, de 32%. J'en suis fier. Et venir en parler. Il a dit Tu que parlais c'est du pas nivellement, non? Et parler ça sur un plateau de télévision. Je parle du Normalement, nivellement, on non? devrait se battre pour donner de la valeur à notre monnaie, n'est-ce pas? Et non pas pour Bon. cautionner la dépréciation de la monnaie. Dans son argument, si j'ai bien compris, il a commencé par comparer par rapport à l'endroit, par rapport à la situation où Félix Tshisekedi, le patron de sa formation politique, a trouvé le pays. Le problème À plus de 400... Le problème de membres La de l'Union sacrée, c'est ça. dépréciation. Leur échec, ils veulent toujours le faire porter à quelqu'un d'autre. C'est Ils vous trouvent- qui avez ils dit trouvent- que ils trouvent on la a fait pire que justification- Kabila. C'est comme ça que je ils vous trouvent ai ramené à justification de la leur échec Kabylie. dans les Oh échecs- là là. Dans les échecs de Oh Kabila. là là. Avec eux, ensemble, nous avions combattu le pouvoir de Kabila. Vous avez dit que nous échoué. Vous avez dit qu'on a fait pire que Kabila, non? Nous disons que c'est J'ai mal fait de vous ramener à Kabila. Qu'est-ce que Kabila a fait? C'est vous-même qui nous avez amené... À Kabila, non? par exemple. C'était pas moi. Non. Moi, j'ai dit. Vous avez dit qu'on a fait pire que Kabila. Je vous ai rappelé les termes de Kabila, non? Mais lui, sur le plateau, il est fier que la monnaie continue à se déprécier. Oh là là, Et faux ils fouillant. n'arrivent Faux pas. fouillant. Moi, j'en suis Ils fier. n'arrivent pas, n'est-ce pas, à Faux fouillant. maîtriser la Faux dépréciation. fouillant. Bon, d'accord. Et il Maître Jagas, ne donnait pas réponse à l'inflation. Aujourd'hui, les biens et services sont en train de galoper. Le prix des biens et services en République du Congo sont en train de galoper. Avec 200 francs, vous ne pouvez rien vous acheter. Avec 200 francs, avec 50 francs, vous ne pouvez rien vous acheter. quand même, Maître Jagas, C'est avec, normal avec 200 francs, dans une de vous économie. à moi hier, quand Et lui, il même. va trouver une justification pour ça. Jade, je crois que je vous ai suffisamment donné d'éléments que vous pouvez vérifier et démontrer. Je vous ai parlé de pourcentage que nous avons connu en termes de dépréciation et des efforts consentis pour arriver à un nivellement. Ok. Si aujourd'hui, avec 200 francs, on ne peut rien faire, comme vous le dites, c'est parce que les 200 francs d'hier, comme vous dites que ce ne représente rien aujourd'hui, c'est parce que les 200 francs d'hier, c'était le 200 francs de quelqu'un qui touchait 100 000 francs, qui touche aujourd'hui 400 000 francs. Donc, il n'y a pas de commune mesure. Quelqu'un qui touchait hier 100 000 francs, son 200 francs est différent de celui qui touche 400 000 francs aujourd'hui. C'est-à-dire, si la monnaie a connu une dépréciation de 400%, quelqu'un qui touchait 100 000 francs et qu'on ramène son salaire à 400 000 francs, on a nivellé la dépréciation. S'il veut pas le comprendre, c'est son problème. Je veux dire ici, parce que nous sommes à la fin déjà de l'émission, J'ai demandé à la production de nous accorder encore 2 minutes. Ah, Ce sont ok. maintenant les mauvaises habitudes que j'ai pris, en tout cas, peut-être que mon frère, à Valdi de nous accorder. peut-être que mon frère Marius ignore ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, mon ami Jad, si aujourd'hui le Congolais, on n'arrive pas à beaucoup évoluer, c'est un problème de mentalité. On peut changer les régimes comme on veut, c'est un problème de mentalité, un problème de système de valeurs d'éthos. Le président de la République ayant compris qu'il fallait d'abord commencer par investir dans les capitales humains, il a pensé à la gratuité de l'enseignement des bases. Pourquoi il fallait commencer par là? Parce que ça, l'impératif de l'impérativité. En Allemagne, vérifiez cette information. Si aujourd'hui, il n'y a pas assez de fraude et de triche en Allemagne
dans l'éthos de l'homme allemand, c'est parce qu'il y a eu un courant des réformateurs avec Martin Luther, Jean Calvin et j'en passe. On les a inculqué des valeurs. Et ces valeurs passent par l'école. Ces valeurs passent par l'église. Le président de la République a compris qu'il fallait valoriser l'école. Aujourd'hui, tous ces enfants, vous allez constater avec moi que seulement à cause de la gratuité de l'enseignement et les valeurs inculquées au niveau de l'école, progressivement, nous aurons moins de koulouna. Progressivement, nous aurons moins de voleurs. Progressivement, nous aurons moins de personnes aux mœurs légères parce que l'école, l'enseignement des bases, nous aurait plus ou moins formés et ainsi, on changera la mentalité des Congolais et ainsi, on sera développé. Donc la priorité des priorités, c'était la gratuité. C'est l'éducation. C'est investir dans les capitales. Si un homme n'est pas éduqué, il n'est pas investi suffisamment équipé, tout ce que vous pouvez entreprendre comme réforme va échouer. Pourquoi? Parce que les réformes sont les idées. Mais c'est lui qui amène les réformes en application, c'est l'humain. Si vous n'investissez pas l'humain, c'est une réforme stérile. C'est pourquoi le président de la République a insisté sur la gratuité de l'enseignement pour former l'éducation et aussi pour préserver la survie des Congolais. Il a pensé à la gratuité de la santé universelle. Aujourd'hui, ce sont les avancées. Je ne comprends pas comment les gens peuvent décider de refuser de telles avancées significatives parce qu'on appartient à X camp. Ou bien on est patriote, ou bien on refuse de faire avancer la République. Ouais, monsieur les Je journalistes. pense que Maître Djagas a épuisé son argumentaire. C'est votre tour. Vous avez 2 minutes d'antenne et on va conclure l'émission. On est vraiment Monsieur les au-delà journalistes, du temps. c'est grave ces gens d'attendre sur ces plateaux ici. C'est très grave. C'est toujours C'est à vous de le démontrer. Il y a Tout ce que j'ai dit est gratuité de toujours grave. l'enseignement. Il a soutenu son Il y a argumentaire. gratuité de l'enseignement. Combien d'écoles? Oui ou Kinshasa- non, il y a gratuité de l'enseignement. Oui ou non. Kinshasa, c'est plus ou moins 17 millions d'habitants aujourd'hui. Combien d'écoles ont été construites Je vous donne des chiffres, si vous voulez. par commune? Ici Je- à Kinshasa d'abord. Je vous donne des chiffres, Par si commune, vous même voulez. dans sa propre commune. Je vous donne des... Parce qu'il faut faire la différence entre la construction et la réhabilitation. Quand vous mettez un bâtiment qui existait hier, ce n'est pas ça construit. Il y a des écoles qui n'ont pas existé, qu'on a créé, amené à qu'on a- l'existence. Combien d'écoles ont été créées pour nous dire que non, le taux d'alphabétisme a baissé. Disons, le taux d'alphabétisme a augmenté. Rien que C'est pour très la grave. province du Nord, au Bangui, on a 114 écoles consolidées. Non, Allez ça, vérifier. ce sont des chiffres qu'il faut vérifier. Allez vérifier alors. Ce sont des faussetés. Allez vérifier Il alors. nous parle de la gratuité de santé universelle. Est-ce que, monsieur les journalistes, vous êtes allé à l'hôpital et vous faites soigner gratuitement? On parle de santé de la maternité. Vous voyez? C'est la parle de la maternité. gratuité On a parlé de la gratuité de la Ça couvre- maternité. Ça couvre quelle partie? Maternité, oui. Mais ça couvre quelle partie du pays? Oh. Non. Est-ce qu'il y a à Sidoubangi, à Katakokombe, son village, est-ce qu'il y a cette gratuité-là? Non, vous limitez seulement à la Gombe. Vous pensez que c'est ça la République démocratique du Congo? Le Congo est vaste, monsieur. Le Congo est vaste. Allez voir, nous avons des images aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Les écoles à Boende. Les conditions dans lesquelles nos enfants sont en train d'apprendre. Et puis vous allez venir ici nous dire qu'il y a gratuité de l'enseignement. Vous connaissez l'Institut officiel de Boende? Quand vous parlez d'une seule école, mais Boende, c'est tout un territoire. Ouais, ça c'est très grave. Ça c'est très grave. Eh bien, nous voulons voir des signaux forts qui nous indiquent que non, le pays est en train d'aller sur la voie de développement. Très bien. Nous ne sommes pas là critiquer pour critiquer, non. Nous sommes en train de voir ce que nous vivons. Alors, parce que nous arrivons à la fin, justement, une autre question, une toute dernière, évidemment. On n'a pas, malheureusement, chers téléspectateurs, le temps d'aborder l'autre thématique vu la grandeur de la pertinence de réflexion de nos invités. Rapidement, en 1 minute, j'aimerais que vous soyez très bref en répondant à cette question, Marius Moubalama. Qu'est-ce que vous proposez à Félix Tshisekedi pour les prochains mandats, enfin, ce second mandat qui a déjà commencé, d'ailleurs? Merci, ça c'est une très belle question. Parce que Répondez très brièvement, on va pas on seulement va venir citer. critiquer ça, donner des propositions. Et Dr Denis Mukwege l'avait déjà dit, qui commence d'abord à combattre pour mettre fin à la guerre, à mettre fin à la famine et à combattre les vices, les détournements, l'impunité. Est-ce que corruption. est-ce que vous êtes sûr que Félix Tshisekedi est capable de le faire? C'est question de la volonté et de bien s'entourer. Et de rencontrer, là où il a des difficultés, qu'il raconte les hommes qui ont les idées, comme Denis Mukwege, il peut facilement donner de l'expérience. Très bien. Maître Djagas Diamba, on finit par là. Vous avez dit que les avancées sont très significatives et remarquables. Vous avez soutenu votre argumentaire comme dans un barreau. C'est comme ça que vous le dites. Alors, qu'est-ce que vous suggérez à Félix Tshisekedi pour maintenir cette avancée dont vous parlez, pour ce mandat qui vient de commencer? Je sais que je peux suggérer au président de la République, c'est de renforcer la politique de la souveraineté alimentaire. Il a dit ce que je voulais moi-même dire ici, avec seulement le cas de Maluku. Avec Maluku, plus de 7000 km² que Maluku occupe, nous avons la possibilité de renforcer l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'industrie
Et avec ça seulement ces 4 secteurs, eh bien, les investisseurs, les hommes d'affaires viendront d'eux-mêmes comme des mouches parce que une fois que ces éléments sont mis en place, y ajouter une bonne politique d'urbanisation avec les infrastructures, bien, les investisseurs viendront d'eux-mêmes et puis nous aurons 2 centres d'intérêt économique. Et ces 2 centres d'intérêt économique vont même nous permettre de finir à coup sûr avec ces problèmes d'embouteillage que nous avons. Très bien. Ah, c'est très bien dit. Comme ça, ça sera, la ville sera on va diversifier les intérêts économiques et puis nous aurons la possibilité d'avoir, même les denrées alimentaires vont baisser en termes de prix. Je pense qu'on a fini avec bonté, beauté cette émission, bien qu'on n'a pas fini. Je le sens, vos arguments. Il y en a encore, vous avez encore cette envie de parler. Mais bon, on pourra reprogrammer un autre numéro déjà qu'on n'a pas eu le temps de revenir sur l'essentiel de cette thématique. C'est comme s'il a un problème personnel avec les chefs de l'État. Non, ça c'est très grave. J'ai dit c'est comme si. si. Vous avez un problème personnel avec les chefs de l'État? Non, le chef de l'État, il est le chef de tous les Congolais. Ok. Et vous n'avez pas de problème personnel avec lui. Et de surcroît, nous pouvons émettre des avis sur la gestion, en fait, de lui montrer, parce que ils ne sont pas mais de dire au chef de l'État là où ça ne va pas. Mais nous, de l'opposition, nous avons ce courage-là de dire au chef de l'État, voici si ça ne va pas, pour rectifier les tirs. Il est le chef de l'État, il a été élu et validé par la Cour constitutionnelle. Très bien. Et donc, c'est bien de le reconnaître. Alors, personne n'a rien contre les chefs de l'État. Nous sommes arrivés à la fin, on va se rappeler rapidement ce qui a été dit dans cette émission. Maître Djargas, vous connaissez ce rituel, je vais le dire comme ça. Est-ce que vous reconnaissez avoir dit dans cette émission par rapport à la gestion socio-économique du pays par Félix Tshisekedi, il y a eu des avancées significatives que l'on doit consolider? Je reconnais. Est-ce que vous reconnaissez avoir dit que le pays a été détruit en plus de 50 ans et donc il est impossible de le redresser en seulement 5 ans? Je le reconnais. Pour finir, est-ce que vous reconnaissez avoir dit que la meilleure option que Félix Tshisekedi a prise lors de ses 5 premières années à la tête du pays, c'est d'investir dans l'homme en optant pour la gratuité de l'enseignement? Je reconnais. Très bien, merci beaucoup. Alors, Marius Moubalama, Monsieur Marius, est-ce que vous reconnaissez avoir dit que la gratuité de l'enseignement a détérioré la qualité de l'enseignement de notre pays? L'enseignement de base. Je le reconnais. Très bien. Bon, timidement, parce que je pense que je ne vous intimide pas. Non, tout va bien, tout va bien. Vous êtes rétracté un peu. Non, j'ai pris seulement une bonne position. Est-ce que vous reconnaissez avoir dit que le régime actuel a fait régresser le pays par rapport à là où il l'a trouvé en 2018? Je le reconnais. Très bien. Est-ce que vous reconnaissez avoir dit que le pays a plus de moyens pour embellir notre sphère socio-économique? Je le reconnais. Très bien. Et pour finir, vous avez dit qu'aucun pays du monde ne demande la monnaie congolaise. Je les reconnais. Très bien. Merci. Merci à vous d'être venu dans cette émission. Qu'est-ce que vous avez trouvé de bon, Maître Djargas, dans le chef de votre co-débatteur aujourd'hui? Il tient à ce qu'il dit. Il ne vacille pas. Il croit à ce qu'il dit. Il y met un peu beaucoup plus d'hargne. Et puis, on a tendance à penser que c'est une personnelle contre les chefs de l'État. Bon, d'accord. Vous avez dit une chose et son contraire. J'ai dit, on a tendance à penser. Qu'est-ce que vous avez trouvé de positif chez Maître Djargas? Il est serein. Et il dit ce qu'il sait. Très bien. Merci beaucoup. C'est comme ça que nous finissons toujours ces débats républicains. C'est comme ça, comme on aime le dire, qu'ensemble nous dressons nos fronts longtemps courbés pour de bon, prendrons le plus bel élan dans la paix. Restez connectés au canal 366 sur Canal+, eh bien, au programme de votre chaîne, celle-là même de l'unité nationale, je cite Congo 26 Télévision. Au revoir.